Bienvenue dans la partie 2 de cette vidéo consacrée aux joueurs dont la carrière s'est brisée trop tôt. Si tu n'as pas vu la première partie, elle est disponible dans la description. Aujourd'hui, on va revenir sur 10 nouvelles histoires, des talents immenses, des trajectoires interrompues et des carrières qui n'ont jamais atteint leur vrai potentiel. Et on commence tout de suite avec notre premier joueur. Dele Alli, c'était l'ascension fulgurante. À Tottenham, entre 2015 et 2018, il marche sur la première ligue. À 20 ans, il est déjà considéré comme l'un des milieux offensifs les plus influents du pays. Du flair, des buts, une arrogance positive, tout indiquait qu'il deviendrait une superstar mondiale. Mais derrière cette ascension, quelque chose se fissure très tôt. Ses performances déclinent à vue d'œil. Et ce n'est pas juste une question de force. Ali traîne des blessures psychologiques, un passé extrêmement lourd et jamais traité. Peu à peu, les entraînements deviennent irréguliers. L'intensité disparaît, la discipline aussi. En 2022, il quitte Tottenham pour Everton, un transfert présenté comme un nouveau départ. La réalité est brutale. En 2 ans, il ne dispute que 13 matchs. Un prêt à Beşiktaş ne change rien. 13 matchs également, performance moyenne, comportement instable et un profond malaise. Et c'est là que ces démons ressortent au grand jour. De retour en Angleterre, après une blessure à la hanche, Dele Alli est filmé avec un ballon dans la bouche en train d'inhaler du gaz hilarant. L'affaire choque, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Soirées incontrôlées, débauches, sorties nocturnes répétées, son sérieux est remis en cause et son professionnalisme aussi. Le président de Beşiktaş lui-même résume la situation avec une franchise glaciale. Il dit que le club n'a pas eu ce qu'il attendait de lui et qu'il espère qu'Ali se rétablira en tant qu'humain. Autrement dit, le joueur n'était plus en état d'être un footballeur professionnel. Lorsqu'il revient à Everton, son niveau n'y est plus du tout. Dès juin 2024, il se retrouve sans club. En juin 2025, comme le club où travaille Cesc Fabregas tente un dernier pari. Un contrat court, une ultime chance de relancer sa carrière. Mais rien ne s'allume. Les performances sont insuffisantes, la motivation reste fragile et en septembre 2025, moins de 9 mois après son arrivée, son contrat est déjà résilié. Aujourd'hui, à 29 ans, Dele Alli est de nouveau sans club. Un joueur qui avait tout pour marquer une génération, mais dont la chute a été accélérée par des blessures, des traumatismes et une spirale personnelle plus forte que le football. En 2011, à seulement 19 ans, Jack Wilshere devient l'un des plus grands espoirs du football anglais. Sa performance contre le FC Barcelone en Ligue des Champions reste encore aujourd'hui une référence. Face à Xavi, Iniesta et Busquets, il ne panique jamais, résiste au pressing, avance balle au pied et domine des milieux considérés comme les meilleurs du monde. Ce soir-là, beaucoup pensent assister à la naissance du futur patron de l'Angleterre. Wilshere possède tout: vision, intensité, technique, courage dans les duels et personnalité. Mais c'est ce courage, justement, qui va accélérer sa chute. Il garde le ballon jusqu'à la limite, attend le contact, joue dans des zones où les tacles arrivent fort, et ses chevilles encaissent coup sur coup. À 20 ans, il subit une première blessure lourde, fracture de fatigue. Puis commencent les rechutes. Cheville, mollet, genou, chaque retour est suivi d'un nouvel arrêt. Arsenal adapte ses séances, réduit ses minutes, tente de le protéger, mais son style de jeu l'expose constamment. Le corps ne suit plus. Les années s'enchaînent, mais jamais complètement. Il revient, impressionne parfois, puis disparaît de nouveau. West Ham, Bournemouth, rien n'y fait. Ses articulations sont trop usées. Les médecins parlent d'un cartilage presque inexistant. À 30 ans, il met fin à sa carrière, bien avant l'âge attendu pour un milieu de sa qualité. José Rodriguez, c'était la pépite du Real Madrid. À la Fabrica, il marche sur tout le monde, explosif, puissant et imprévisible. Son but contre l'Atlético en 2014 en Copa del Rey fait croire au club qu'il tient son futur crack. Mais en mars 2014, tout bascule. Ils se rompent les ligaments croisés au pire moment possible. Et même s'il revient, son explosivité n'est plus la même. Sa confiance non plus. Le Real essaie de le relancer, mais le José d'avant ne revient jamais totalement. En 2016, le PSG mise sur lui pour 25 millions d'euros. Et là, sa carrière part dans tous les sens. Paris tente par la suite de le prêter pour le relancer. À chaque fois, quelques éclairs, mais jamais de continuité. La discipline n'y est plus, le professionnalisme non plus. Pendant ce temps, José lance sa carrière de chanteur reggaeton. Petit à petit, sa vie hors football prend plus de place que le terrain, et ça se voit dans son rendement. À partir de 2021, sa trajectoire devient complètement chaotique. En 2021, il rejoint Las Palmas pour tenter un nouveau départ. En 2022, il signe en Turquie à Ankara Gucci. En 2023, il part en Italie à la Sampdoria. Quelques mois plus tard, en 2023 toujours, il effectue une pige express au Brésil, au Curitiba. En 2024, il tente une nouvelle aventure en Malaisie qu'il quitte en juin 2025. Puis, en juillet 2025, il retourne encore une fois à Las Palmas. Une carrière devenue méconnaissable,
fait de changements permanents, de paris ratés et d'occasions manquées. Boyan, c'était l'enfant prodige de Barça. À la Masia, il bat tous les records de Lionel Messi. Il marque plus tôt et plus souvent. À 17 ans, il entre en équipe première et devient le plus jeune buteur de l'histoire du club. Pour beaucoup, le Barça tient son prochain phénomène. Mais derrière cette ascension, Boyan vit une pression démesurée. En 2008, avant l'Euro, il subit une crise de panique qui l'empêche de rejoindre la sélection. Il n'ose pas en parler publiquement et ce problème d'anxiété ne le quittera plus jamais. À partir de là, sa carrière bifurque. Il enchaîne Rome, Milan, l'Ajax, Stoke, Alaves ou encore Montréal. Non pas pour progresser, mais pour fuir un environnement où chaque match devenait un poids. Moins la pression était forte, mieux il se sentait. Le talent était là, mais l'anxiété l'empêchait de tenir la distance dans un top club. Au fil des années, Boyan n'affronte plus seulement des défenseurs, il affronte sa propre tension mentale. C'est elle qui finit par repousser définitivement l'idée d'un retour au très haut niveau. En 2022, il met fin à sa carrière à seulement 32 ans. Michael Johnson devait être l'avenir de Manchester City. À 18 ans, il s'impose au milieu comme un joueur déjà complet, puissant, technique, intelligent dans les déplacements. En 2007, il marque un but sublime contre Derby County et l'Angleterre découvre un potentiel futur patron du milieu. Sven-Göran Eriksson compte sur lui, la presse parle d'un futur international et City voit en lui un futur cadre du club. Mais très vite, son corps l'abandonne. Des douleurs abdominales, puis des problèmes de genoux qui ne disparaissent jamais vraiment. Une carrière qui aurait dû décoller se transforme en cycle de soins, de reprises avortées et de frustration. Et derrière les blessures, il y a une autre chose, une détresse mentale profonde. Johnson le dira plus tard, il vivait une période d'isolement, de dépression et n'avait plus la force de supporter le rythme du football professionnel. Il s'éloigne du groupe, perd son lien avec le terrain et son état physique se dégrade encore davantage. Manchester City essaie de l'aider avec des programmes spécialisés, mais rien ne suffit. Le joueur n'arrive plus à revenir, ni physiquement, ni mentalement. À 24 ans, Michael Johnson quitte complètement le football professionnel. Pas de tentative de rebond en Championship, pas de nouveau départ à l'étranger. Il coûte tout et se reconstruit loin du terrain. Aujourd'hui, il mène une vie discrète, loin des projecteurs, après avoir ouvert une agence immobilière. Hatem Ben Arfa est l'un des plus grands talents naturels que la France et même le monde du football ait jamais connu. À Clairefontaine, il est considéré comme un prodige absolu. À Lyon, il débute dans l'une des meilleures équipes d'Europe et laisse deviner immédiatement une facilité technique hors norme. Son but solo contre le PSG en 2008 devient une référence. Ben Arfa est capable de gestes que presque aucun autre joueur ne peut produire. Mais très tôt, la carrière prend une direction irrégulière. À Lyon, puis à Marseille, ses éclairs de génie alternent avec des tensions internes, un manque de discipline et une constance insuffisante pour s'imposer durablement. En 2010, il rejoint Newcastle. Le club pense avoir mis la main sur un artiste, mais après seulement quelques semaines, il subit une fracture tibia-péronée qui l'écarte pendant 6 mois. Malgré cette blessure grave, Newcastle décide quand même de lever l'option d'achat et de le conserver définitivement. Et dès son retour, Ben Arfa rappelle à tout le monde pourquoi. Il marque certains des plus beaux buts de l'histoire moderne du club, avec des actions individuelles venues d'un autre monde. Mais encore une fois, les désaccords avec les entraîneurs et son irrégularité installent un plafond qu'il ne parvint jamais à briser. En 2015-2016, à Nice, il signe la saison la plus aboutie de sa carrière. Il retrouve la liberté, la confiance et l'envie. Il termine parmi les meilleurs joueurs de Ligue 1, élu dans l'équipe type de la saison. C'est une renaissance qui lui vaut un transfert au PSG. Mais à Paris, tout s'effondre. Manque de temps de jeu, tensions internes, puis mise à l'écart totale pendant un an. Un épisode qui marque durablement la suite de sa carrière. Ensuite, il multiplie les courts passages. Rennes, Valladolid, Bordeaux, Lille, toujours capable d'un éclair technique hors norme, mais jamais capable de retrouver une vraie continuité. Aujourd'hui, Hatem Ben Arfa reste l'un des plus grands gâchis de l'histoire du football français. Un talent rare, un joueur que tout le monde s'accorde à considérer comme un génie, mais qui n'a jamais réussi à s'inscrire durablement dans le très haut niveau. Mario Balotelli, c'est l'histoire d'un joueur qui avait tout pour devenir un attaquant de référence mondiale et qui n'a jamais réussi à tenir la promesse de son talent. Repéré très jeune, il débute à Lumezzane avant d'être recruté par l'Inter. À 17 ans, il marque déjà en Serie A et en Ligue des Champions. Mourinho dit de lui qu'il est un joueur exceptionnel, mais qui est aussi ingérable. Ce double visage va définir toute sa carrière. En 2010, il rejoint Manchester City. Techniquement, il est au-dessus, capable de gestes que peu d'attaquants peuvent reproduire. Mais à côté, il enchaîne les polémiques. Feux d'artifice dans ses salles de bain, cartons inutiles, absence à l'entraînement.
Ce contraste permanent n'empêche pas les moments forts. C'est lui qui offre la passe décisive du but du titre d'Agüero en 2012, l'un des gestes les plus importants de l'histoire du club. Mais Balotelli n'arrive jamais à enchaîner durablement. Retour à Milan, puis transfert à Liverpool où l'aventure tourne court. 4 petits buts seulement. Les entraîneurs se succèdent, les chances aussi, mais la même conclusion revient. Talent énorme, discipline insuffisante. En 2016, il rebondit à Nice. Et là, pendant 3 saisons, il rappelle enfin pourquoi tout le monde croyait en lui. 43 buts en 76 matchs, un rendement digne d'un top attaquant. C'est le dernier vrai sommet de sa carrière. Ensuite, la trajectoire devient plus chaotique. En 2019, il signe à l'OM, mais il ne reste que quelques mois. Puis Brescia, Monza, Demirspor, Sion et encore Demisport. Des passages courts, irréguliers, parfois efficaces, parfois transparents. La saison 2024-2025 au Genoa symbolise parfaitement cette fin de carrière. 6 matchs, aucun but. Aujourd'hui, Balotelli n'est plus le phénomène annoncé à 18 ans, mais un joueur qui a multiplié les clubs, faute d'avoir pu s'inscrire dans la continuité. Raven Morrison est l'un des plus grands gâchis du football anglais moderne. À 14 ans, Sir Alex Ferguson affirme que c'est le plus grand talent naturel qu'il ait vu passer à Manchester United. À l'académie, il survole tout. Technique exceptionnelle, vision du jeu rare, aisance déroutante. Dans la FA Youth Cup 2011, alors que Paul Pogba et Jesse Lingard sont dans l'équipe, c'est Morrison que tout le monde vient observer. Mais son talent n'a jamais été le problème. Le problème, c'est tout ce qu'il y avait autour. Il grandit dans un environnement difficile, entouré d'influences négatives. United tente de l'aider, mais ennuis personnels et juridiques s'enchaînent, et Ferguson finit par accepter l'évidence. Le club ne peut plus le protéger. En 2012, Morrison est vendu à West Ham. Là-bas, il montre brièvement ce qu'il aurait pu devenir. Son but exceptionnel contre Tottenham, un slalom conclu par un ballon piqué, fait croire à une renaissance. Mais l'embellie ne dure pas. L'indiscipline revient, les retards, les problèmes d'implication. Le même schéma qu'à Manchester. Sa carrière devient alors une longue errance. Il passe par la Lazio, puis par des prêts successifs en Championship. Ensuite, il tente de rebondir au Mexique, en Suède, puis à Sheffield United, à Middlesbrough et même aux Pays-Bas avec la Den Haag. À chaque fois, les mêmes promesses, les mêmes déceptions. En 2022, il signe au DC United en MLS, mais il est très vite écarté du groupe et n'a plus le droit de jouer en championnat. En septembre 2024, il part aux Émirats Arabes Unis pour jouer à Précision. Morrison est passé du statut de phénomène annoncé par Sir Alex Ferguson à celui d'un joueur qui enchaîne les clubs obscurs un peu partout dans le monde. Et pourtant, il n'a que 32 ans. Il aurait dû être une véritable star mondiale. Il avait tout pour l'être. Mais sans cadre, sans discipline et sans stabilité, même le talent le plus naturel peut s'éteindre. Jesse Lingard est l'un des parcours les plus déroutants du football anglais moderne. Formé à Manchester United, il met du temps à éclore, mais lorsqu'il explose, enfin, il le fait avec fracas. Entre 2016 et 2018, il marque en finale de la FA Cup, en finale de la League Cup, en Community Shield et devient un élément important dans la sélection anglaise. Son but contre le Panama à la Coupe du Monde 2018 fait le tour du monde. À ce moment-là, beaucoup pensent qu'il est lancé pour de bon. Mais la suite est bien plus compliquée. Lingard traverse des périodes de mal-être profond, ce qu'il avoue publiquement bien plus tard. Il parle d'insomnie, d'angoisse, de responsabilités familiales lourdes et d'une pression mentale qu'il n'arrive plus à gérer. Ses performances chutent brutalement. En 2019-2020, ils sont aucun but, aucune passe décisive en Première Ligue. Lingard disparaît du 11, puis presque du groupe. Le prêt à West Ham début 2021 ressemble alors à une résurrection. Il retrouve la forme, enchaîne les buts, redevient un joueur influent. Mais ce retour n'est qu'un éclair. Manchester United ne le prolonge pas vraiment. Nottingham l'attire ensuite, mais il ne retrouve jamais le niveau qui avait fait de lui un cadre de Première Ligue. Puis sa carrière se délite. Long moment sans club, tentatives avortées à l'entraînement avec Al Ettifaq et West Ham, rien ne prend. Et en février 2024, il surprend tout le monde en s'engageant au FC Séoul, en Corée du Sud. Là-bas, les mêmes difficultés reviennent. Irrégularité, manque d'impact et adaptation compliquée. Le 5 décembre 2025, Séoul annonce son départ à l'issue de la saison. Aujourd'hui, Jesse Lingard est sans club à 33 ans. Pas de retraite annoncée, mais plus aucun projet non plus. Un joueur qui a touché les sommets en Première Ligue et en Coupe du Monde, puis qui a peu à peu glissé hors du très haut niveau à mesure que ses problèmes personnels prenaient le dessus. Eden Hazard était l'un des joueurs les plus spectaculaires de sa génération. À Chelsea, il régnait sur la Première Ligue. Il éliminait les défenseurs comme si c'était un jeu, il créait des différences partout où il passait et il le faisait avec une facilité presque insolente. Son dernier match avec Chelsea, la finale de la Ligue Europa 2019, est un résumé parfait de ce qu'il était. 2 buts, une passe décisive, un trophée et un sourire permanent. C'était la fin idéale,
avant ce qui devait être le sommet de sa carrière. Le Real Madrid débourse alors environ 120 millions d'euros pour le recruter. Ils viennent de perdre Cristiano Ronaldo et voient en Hazard son successeur naturel. Mais la suite va tourner au cauchemar. Il arrive en pré-saison en surpoids. Un détail qui aurait pu paraître anodin, sauf qu'un mois plus tard, sa cheville est fracturée sur un tacle de Thomas Meunier. Une blessure qui va tout changer. Une plaque métallique est alors posée dans son pied, mais elle l'empêche de retrouver son explosivité. Toute sa carrière était basée sur ses premiers mètres, sur sa capacité à accélérer soudainement. Et cette arme disparaît presque du jour au lendemain. Les rechutes s'enchaînent, les douleurs aussi. Hazard joue avec la peur de se blesser, il n'ose plus provoquer, il n'ose plus courir comme avant. Le Bernabéu ne pardonne pas. Les moqueries arrivent sur son poids, sur ses blessures, sur son sourire trop visible dans les mauvais moments. En juin 2023, le Real Madrid annonce son départ. En octobre 2023, Hazard annonce sa retraite à seulement 32 ans. Une fin abrupte, presque silencieuse, pour un joueur qui illuminait les stades quelques années plus tôt. Et pourtant, après sa retraite, il répète souvent qu'il n'a aucun regret, qu'il a simplement suivi son instinct et que son corps avait dit stop. On vient de parcourir 10 nouvelles histoires de joueurs dont la carrière s'est éteinte bien trop tôt. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à soutenir la chaîne en boostant la vidéo. Et si tu veux une partie 3, dis-le simplement en commentaire. On se retrouve très vite pour la suite. Ciao.